Lauriane, si on faisait une émission au gré des pages spéciale Noël? Ah, c'est une belle idée ça. Et puis regarde, on a déjà le plateau. Eh bien oui, on y va. On y va. Et le temps passait très vite. Passé août, où les manguiers pavoisent de toute leur lunule, septembre, l'accoucheur de cyclones, octobre, le flambeur de cannes, novembre, qui ronronne aux distilleries. C'était Noël qui commençait. Il s'était annoncé d'abord Noël par un picotement de désir, une soif de tendresse neuve, un bourgeonnement de rêves imprécis, puis il s'était envolé, tout à coup, dans le froufrou violet de ses grandes ailes de joie, et alors, c'était parmi le bourg de sa vertigineuse retombée qui éclatait la vie de Caz comme une grenade trop mûre. Vous aurez certainement reconnu les vers du plus illustre des poètes martiniquais, Aimé Césaire. La transition est toute trouvée avec nos invités qui sont présents avec nous en plateau et qui sont eux aussi deux poètes. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors, vous publiez le recueil de poésie « Il était une fois ma plume » sous le nom de Fleur d'Anaïs. Fleur d'Anis. Fleur d'Anis, Oui. pardon. Fleur d'Anis, tout à fait. Bienvenue dans notre émission spéciale Noël au gré des pages. Merci à vous pour l'accueil. Bonsoir Fola, vous publiez votre recueil de poésie Vivre, c'est devenir aux éditions Café Noir. Et nous avons envie de vous dire bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau d'Au gré des pages spécial Noël. Bonsoir Lauriane, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Vraiment, merci de nous recevoir. Alors, j'ai envie de vous demander tout d'abord, qu'évoquent pour vous les vers de Césaire qu'on a lus en préambule? Honnêtement, moi, ça m'a fait penser, je pensais que c'était la plume de Joseph Zobel. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce que ça évoque, déjà la puissance de sa poésie, sa façon de parler de nous. Non, c'est très beau. C'est très beau. Pareil, vous, je trouve Anaïs? ça vraiment magnifique. Et en fait, je pense qu'on sous-estime souvent la technique qu'il y a dans la poésie. Parce qu'en fait, pour moi, quand j'entends ça, ça m'inspire davantage dans l'écriture. Je me dis que j'ai envie justement de me professionnaliser même dans cette technique-là pour pouvoir proposer cette qualité d'écrit. Non pas qu'aujourd'hui je ne l'ai pas, parce que je reste persuadée que la poésie c'est quelque chose qui est beau dans tous les cas, puisque c'est l'expression des émotions. Mais je me dis que quand on maîtrise en plus une technique dans l'utilisation des mots, ça rend la chose encore plus belle. Oui, d'accord. Justement, Anaïs, moi j'aimerais vous demander, par rapport à votre recueil de poésie, qui est votre premier ouvrage également, pourquoi vous avez été vers ce style d'écriture, justement? Je pense que ce qui m'a amenée vers ce style d'écriture, c'était plutôt ce qui se passait chez moi, dans le sens où j'ai grandi avec des parents qui, mon père capverdien, ma mère martiniquaise, donc assez pudiques sur l'expression des émotions. On va dire que c'était pas quelque chose qui se passait à la maison, dans le sens où quand ça n'allait pas, on faisait semblant que tout allait bien. On avait tendance à pas poser de mots sur ce qui pouvait nous faire du mal, et ça pouvait amener justement à des incompréhensions. Et c'est vrai que j'ai pas eu cette habitude d'exprimer mes émotions. Et on va dire que ce qui m'a permis de sortir de ça, justement, de ce clivage, ça a été mon journal intime et l'écriture. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert ce que c'était que l'expression des sentiments et surtout la possibilité de rendre beau l'expression de ces sentiments. Et c'est comme ça que j'ai découvert la poésie en réalité. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui me plaît. C'est parti vraiment d'un journal intime. Et au final, je me suis dit, mais ce que j'écris dans mon journal intime, c'est des émotions, je pense, que les autres ressentent également dans leur vie. Et j'ai la possibilité de le rendre joli et agréable à lire. Donc, voilà. Très bien. Magnifique. Et vous, Fola, vous avez déjà publié d'autres styles littéraires que la poésie. Qu'est-ce qui vous a amené à la poésie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? La poésie, je suis tombé dedans dans les années 90 via le rap. C'est la première forme de poésie que j'ai commencé à écrire et à partager. La poésie écrite comme ça, via les livres, je me tenais à distance un peu de ce monde que je trouvais un peu bourgeois, je n'arrivais pas à comprendre.
mais jusqu'à ce que l'une de mes amies poétesses me fasse découvrir des auteurs qui me parlent. Ouais. Et là, je me suis dit, ouh, je me reconnais dans cette voix. Je pense que je peux parler aussi de certaines choses qui me tiennent à cœur. Donc, je sortis un premier recueil, ensuite un deuxième. Voilà, c'est une forme aussi qui me plaît parmi les autres. On peut exprimer autre chose et explorer autre chose. Ouais. Mm. Et qu'est-ce que vous explorez en particulier? La poésie m'aide à aller à l'intérieur, quoi. Elle m'aide à descendre un peu en moi, à faire beaucoup d'introspection et à explorer un peu plus mon humanité, quoi. Je sais pas, des écrits universitaires. Là, c'est pas un essai. Là, c'est pas un espèce de pamphlet politique. Ouais. Là, c'est plus de l'humanité et des émotions, des sentiments. Bien sûr, il y a de la politique aussi dans la poésie, hein, parce que c'est une vision de la vie, hein. Donc c'est politique aussi. Mais ça me permet d'explorer autre chose, quelque chose de plus humain. C'est intéressant ce que vous dites, Fola, parce que j'ai la sensation qu'avec ce style qu'est la poésie, et pour vous, Fola, et pour vous, Anaïs, qu'il y a une forme de liberté particulière, et d'authenticité aussi, en quelque sorte. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous incitez vos lecteurs à être libres, en leur disant de laisser ouvert le robinet, sans trop analyser. Pareil, de votre côté, Anaïs, vous avez aussi cette écriture très fluide et tout ça. Est-ce que pour vous, poésie est synonyme de liberté, sans faille? Je pense que oui. Je pense. Je pense que c'est synonyme de liberté dans le sens où il n'y a pas de code en réalité dans la poésie. C'est vrai que les poésies qu'on apprenait à l'école sont codifiées, donc ça reste des choses assez formelles. Mais aujourd'hui, dans la lecture que j'ai de la poésie, je découvre vraiment tout style d'écriture. Enfin, en fait, un poème, ça peut être 2 mots, quoi. Il peut y avoir 2 mots dans un poème, il peut y avoir une phrase de 3 mots, il peut y avoir qu'un seul mot, il peut y avoir des sons. Et je pense que c'est ce qui me plaît aussi d'ailleurs dans la poésie, c'est cette liberté de me dire que peu importe ce que j'écris, si ça résonne en fait, c'est de la poésie, hein, tout simplement. Donc c'est une forme de liberté, je pense, que je retrouve à travers ça. Absolument, j'abonde dans ton sens, ma sœur. C'est l'espace pour la liberté par excellence, quoi. Et la poésie, elle aime les gens aussi, justement, qui ne respectent pas ses codes, les codes installés. Elle aime les bad boys, elle aime les bad gals. Je trouve, elle nous fait bon accueil. C'est à ceux qui sont, en termes d'idéologie politique, un peu des SDF, la poésie les reçoit à bras ouverts, peu importe nos couleurs de peau, nos religions, nos âges, là où on vit, ce qui est important ou pas dans la vie. Elle nous reçoit à bras ouverts. Et oui, et c'est pour ça que j'appelle mes gens à continuer à devenir, sans se laisser scléroser par des conventions qu'on n'a pas inventées dans tous les domaines de nos vies. Et je trouve que la vie est plus belle comme ça, en utilisant justement notre liberté. C'est sûr que ça demande de la responsabilité derrière. Il faut les ça qu'on fait, ça qu'on dit, ça on va ça, moi, j'en on va vivre là. Mais la vie est plus belle comme ça. C'est-à-dire que la poésie est sans couleur, sans frontières. Oui, oui. Alors, vous abordez tous les deux la thématique du changement et de l'identité dans vos œuvres. Si je vous lis, Anaïs, « Longtemps j'ai cherché à plaire, me transformant sans cesse. Comme un caméléon, j'adoptais des teintes, des couleurs qui n'étaient pas miennes, des nuances d'allégresse pour plaire à ces visages, ces ombres qui m'éteignent. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les thématiques qui vous animent ? Alors, je pense que justement, cette période où j'avais écrit sur cette thématique, c'était vraiment le moment où j'ai réalisé que je me conformais quand même pas mal à ce qu'on attendait de moi. Ça a commencé très tôt d'ailleurs, puisque quand j'étais jeune, ça a commencé à l'école, hein, au moment où on va avoir cette fameuse conseillère d'orientation qui décide pour nous de ce qu'on doit faire de notre vie. Et on m'avait destinée à l'esthétisme. J'étais garçon manqué, hein. Donc c'est pour vous montrer l'incohérence. On m'a orientée vers l'esthétisme, et à partir de ce moment-là, je ne savais pas en réalité. Je me disais, mais est-ce qu'il faut que je devienne ce qu'on veut que je sois, ou est-ce que je peux être ce que j'ai envie d'être en réalité? Et c'était extrêmement compliqué. Et je pense que ça m'a vraiment... ça m'a suivi pendant de nombreuses années, et je pense parce que c'est aussi lié à la société, à la pression qu'on peut avoir au quotidien. En fait, les autres attendent de nous des comportements, une attitude. Il y a vraiment à chaque fois une attente vis-à-vis de la personne qu'on a en face de soi. Le tout, c'est de savoir qui on est réellement et ce qu'on attend de nous. Et c'est vachement compliqué. Sincèrement, c'est très compliqué. Je pense que c'est un travail d'une vie. Ouais. Mais c'est cette thématique-là qui m'a vachement inspirée, même sur plusieurs poèmes, dans le sens où j'avais ce besoin de pouvoir poser des mots sur cette quête
Je l'appelle vraiment la quête de soi. La quête de l'identité. La quête d'identité, parce qu'en Ouais. réalité, on porte un nom à la naissance, mais on ne porte pas d'identité. L'identité, c'est nous qui la construisons. Et d'ailleurs, Fola, vous écrivez sur des thématiques à peu près similaires, et là, je vais vous lire. Ce moment, celui-là, c'est tout ce que j'ai de plus précieux. Mon combat, ma lutte, être sauvé non pas de l'enfer, mais du non-agir, du non-devenir. De la pression de ton opinion, ce que la chenille appelle crise, le papillon l'appelle évolution. Quand les cris rencontrent le réel, on dirait un vol par effraction et chaque seconde dure un siècle. Vous êtes très raccord sur ces thématiques. Ça fait quoi de rencontrer un autre auteur, un autre poète qui partage les mêmes thématiques, les mêmes pensées parfois? Ça vous fait quoi? Dites-nous. C'est trop bien. Moi, je trouve que ça a quelque chose de très, très naturel. On se dit, en fait, on est des êtres humains à la croisée de certains chemins et que l'écriture permet de révéler simplement qu'on vit des choses qui ne sont pas très éloignées, quoi, indépendamment de nos genres. Et c'est ça qui est bien. On se rend compte, finalement, que, voilà, dans l'obscurité, avec nos plumes, on écrit nos trucs et puis mis à la lumière, on vit des choses qui sont similaires. C'est-à-dire, on essaie de s'inventer, on essaie de s'émanciper un peu de certains codes, on va dire, inutiles. Et les artistes, c'est l'une de nos fonctions. Hein. C'est l'une de nos fonctions, c'est-à-dire changer le moule, ne pas être à l'aise dans certains moules qui ont été installés et montrer qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres moules. Mais l'idée, c'est de toujours rester rester humain, quoi. Rester humain pendant qu'on avance dans tous ces trucs-là. Cette humanité. Oui. Chercher l'humain. C'est pas toujours évident, mais ça doit être une étoile pour les poètes et les poétesses, oui. Exactement. C'est un bon guide en tout cas. Ouais. Alors, un autre thème qui vous rassemble, c'est la musique. Puisque vous, Anaïs, vous proposez à vos lecteurs une playlist dans votre ouvrage. Et vous, Fola, vous avez récemment sorti l'album C'est l'amour qu'il a. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait. Pour nous aller, s'il vous plaît, des paix, tant nous river, s'il vous plaît, des paix, pour nous aller. Hey yo, bois là, c'est l'amour là. C'est vrai, si mon nous qu'on est en là. C'est pas un pays là-bas, là, pendant nous là. Nous pas des cas, pas arrêter à dans tout là. Anaïs a l'air Magnifique, surprise de découvrir cette corde que vous avez à votre arc. C'est magnifique, tous ces différents types d'art, d'expression. Est-ce que la musique nourrit votre poésie ? Oui, elle la nourrit parce qu'elle me donne un tempo particulier. On va dire aussi qu'elle fait le lien, hein, poésie et musique. Pour moi, c'est un peu la même chose. J'ai commencé la poésie en faisant ça, en faisant du peur, en faisant du rap. C'est comme ça que j'ai commencé à m'exprimer de la poésie, absolument. À exprimer, à penser, quoi. Donc, elles se rejoignent parfois. Ça m'est arrivé de mettre des poésies en musique, mais c'est deux façons d'écrire qui sont différentes, mais même si elles se nourrissent un peu. Et quand vous écrivez, vous avez déjà le rythme en tête que vous voulez donner ? Ça peut arriver pour des mélodies. Quand j'ai des mélodies qui me viennent, je peux avoir une mélodie. Mais ces temps-ci, j'essaie de créer avec la musique. Ouais. Avant, j'étais une espèce de mathématicien. C'était ma poésie qui est prête, je vais en studio et je la mets sur la musique. Mais là, je fais autrement. Je me laisse guider par la vibe et je colle des mots, je colle des choses dessus. Qui vont bien avec le rythme. Oui, parce que ce qui compte, c'est la musicalité aussi, c'est important. Bien sûr. Et vous, Anaïs, ce côté, cet apport de la musique dans votre œuvre, quelle importance ça a pour vous ? Je pense que l'importance que ça a, c'est que toutes les émotions que j'ai voulu exprimer à travers Il était une fois ma plume, en fait, j'ai vraiment trouvé il y a des musiques qui me faisaient penser vraiment à ces étapes-là de ma vie. Parce que dans ce recueil, il faut savoir que c'est quand même un recueil autobiographique, dans le sens où je suis partie sur différentes étapes de ma vie que j'ai voulu, du coup, représenter à travers un poème. Donc, je suis partie vraiment de l'enfance à celle que je suis aujourd'hui. Et il y a vraiment, je pense qu'on a tous des musiques qui nous rappellent une période de notre vie. Et le corpus, justement, que j'ai proposé, c'est ça. Ce sont des musiques qui, selon moi, en tout cas, m'amènent à revivre certaines émotions que j'ai pu ressentir. Et j'avais envie de partager cette playlist parce que je trouve ça super bien de me dire que les personnes qui me lisent vont aussi peut-être être transportées par les musiques que j'ai proposées. Et pourquoi pas s'accompagner aussi de ces musiques-là au moment de la lecture de mon recueil de poésie. Écoutez, c'est très intéressant notre échange, et puis je trouve que
on sent votre authenticité, votre vérité qui est comme ça à fleur de peau. Enfin, Votre voilà. humanité. Ouais, oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on est dans un monde qui nous appelle, nous les artistes, un peu à faire ça. C'est l'un de nos rôles. C'est l'un de nos rôles et je trouve ça bien. Les gens aspirent aussi à ça. Hein. On voit les poètes, certains poètes ou des poétesses qui m'inspirent, on voit que les gens aspirent à un peu plus d'authenticité, même si ça peut devenir un business, cette affaire d'authenticité. Ouais. Je m'en méfie aussi, mais oui, ça Il ne faut répond pas un que peu à ça une soit quête. galvaudé, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça répond à une quête, ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. En plus, alors, c'est hyper intéressant parce que Anaïs a découvert votre morceau, votre album, que je vous invite à découvrir, qui est magnifique, Merci. vraiment, Ouais. Merci. avec des thématiques comme la liberté, enfin, beaucoup de choses, donc top. Et du coup, c'est intéressant, Claire, de voir comment deux auteurs se Absolument. rencontrent et se redécouvrent. Oui. C'est super intéressant. Alors, maintenant, nous arrivons à ce moment de l'émission où nous allons passer à une petite demande une proposition qu'on vous a formulée. Et c'est le moment de découvrir les objets de Noël. Nous revoilà avec nos invités, Fola et Anaïs, et nous vous avons proposé d'emmener avec vous, dans votre hôte, non là il fallait que je la fasse, Ouais, c'est ça, un objet qui vous évoque Noël, qui symbolise Noël pour vous. Alors Fola, qu'est-ce que vous nous avez emmené? Bon, emmener un ziam sauvage, Bazot. Emmener un ziam sauvage, pourquoi? Parce que c'est frère moi qui bon moi, on y a frère ici dans le chat d'ailleurs, en Bigopli. Il menait ça bon moi, mais ça a fait songer Noël, Guadeloupe, Jean qui a fait Noël Guadeloupe. On grandit avec des grand-mère, grand-père qui tenaient jardin, ils tenaient cochon. Donc là, c'était Noël, ils ont tué 2-3 cochons pour faire l'argent. Et puis, ils tenaient ziam, ils ont planté. Donc, ça a fait moi songer, Jean qui a fait Noël Guadeloupe, partage, terroir, ça nous nie, ça qui est en nous, quoi. Il y en moi, ouais. Oui, bon, ça reste un ziam sauvage. Ça, t'as là, t'as mangé Guadeloupe, c'était des ziam jaunes. T'es bien mes ziam jaunes. Merci. Vous parlez de la Guadeloupe, mais c'est valable aussi pour la Martinique. Ah oui, c'est possible, mais comment pas grandi Guadeloupe, donc on va parler de ça en connaître. Mais oui, mais ça fait, nous c'est des cousins, nous ni presque même, mais c'est l'habitude, hein, donc ça pas changé. Bouillon, boudin, Oui, c'est presque même pâté. mi-temps. Presque même mi-temps. C'est super original. Oui, t'as vu? Absolument. On s'attendait pas. Ça te ressemble. C'est vrai. Merci Fola. Avec Et plaisir. vous, Anaïs, qu'est-ce Alors- que vous avez choisi de nous présenter? Moi, j'ai ramené la photo de mon premier Noël avec cool. ma maman. Alors, mets-la devant voilà, qu'on puisse Voilà, bien la voir. à l'écran. Donc, Voilà. c'est une photo, enfin, si je l'ai choisie, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que Noël, c'est la famille. Dans le sens où je pense que maintenant que je suis grande, j'ai beaucoup de recul sur ce que je pouvais penser de Noël avant, donc quand j'étais plus jeune, les cadeaux, voilà. Et là, aujourd'hui, avec du recul, non seulement je réalise que profiter de l'instant présent, c'est très important, dans le sens où, à cette période, j'avais pas forcément conscience de la chance que j'avais de partager Noël avec ma famille, mes proches, à savoir que j'ai grandi en France hexagonale, donc j'avais vraiment tout mon la majorité de mon entourage, en tout cas, y vit actuellement. Et le fait maintenant de vivre en Martinique et de ne plus avoir forcément ces moments-là de partage qui étaient en fait très importants à l'époque où je les vivais, mais où je les vivais pas réellement. Parce que l'instant présent, il nous semblait dû, alors qu'en fait, il nous est pas dû. Il faut profiter en fait de ce moment. Et c'est une leçon de vie, dans le sens où aujourd'hui, l'éloignement que je peux avoir avec ma famille, mes proches en tout cas, sur la France hexagonale, ça me fait profiter différemment maintenant des moments que je partage avec ma famille. Et c'est pour ça que je pense que cette photo-là, non seulement représente Noël, parce que ça représente la famille, mais ça représente aussi profiter de l'instant présent. Pour moi, Noël, c'est un moment où il faut qu'on profite Enfin, je parle pour ceux qui ont la chance d'être entourés de leur famille, de profiter de chaque instant et de ne pas se dire que c'est un moment comme un autre, parce qu'en fait, c'est pas un moment comme un autre. C'est sûr. C'est vraiment très touchant. Beau message hein, que vous nous Oui, passez. oui, vraiment très beau message. Et puis, cette authenticité, en fait, se rapprocher des nôtres, des proches, et pas simplement, voilà, être dans un Noël, comment dire,
plus peut-être tourné vers l'extérieur, mais aussi vers nous-mêmes et vers nos proches. Voilà, c'est vraiment très... Merci. Mais de rien. Je pense surtout à toutes les personnes qui n'ont pas cette chance. J'ai vraiment une pensée pour ça, parce qu'il y en a qui n'ont jamais connu ce que c'était qu'un Noël en famille. C'est vrai. Et je le vois même par le biais de mon travail, comme je suis assistante sociale. Et franchement, je pense vraiment à toutes ces personnes-là et j'envoie plein de bonnes ondes pour eux, parce que c'est pas une période facile forcément pour eux. Effectivement. Merci beaucoup. Je crois que l'émission s'achève. Oui, on arrive à la fin. C'était un plaisir d'être reçu par vous. Merci beaucoup pour cet espace-là. Vraiment. Ah, merci. Continuez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce bel échange et avec plaisir. plein Avec d'authenticité, de simplicité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour Noël? Moi, que j'arrive à finir ce roman-là. J'arrive à finir mon roman. Info, les Itata. Ouais. Je suis bien dedans là, mais que j'arrive à le finir, mon Dieu. Parce que chaque fois que je commence à écrire un livre, je me dis, je vais jamais finir, je ne saurais pas finir. Donc, me souhaiter de finir. Ok, eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis, eh bien, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, merci à plaisir. vous. Salut. Et alors, on va accueillir nos prochains invités. Alors, j'aimerais savoir, parce que nous avons une deuxième partie consacrée à la littérature jeunesse. Et nous recevons deux invités, Nicole Cage et Jade Amaury. Est-ce que vous les connaissez? Oui. Pareil. Toutes les deux? Oui. Toutes les deux. Vous semblez dire ça avec une sorte d'évidence. Donc, dites-nous en plus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je t'en prie, ma Mais fille. la littérature jeunesse, déjà, ça me semble tellement important, en fait. Ça me semble tellement important. Donc, on va dire que je les ai connus par le biais de l'association Ici on lisait, puisqu'on a voulu justement inviter des auteurs du coup jeunesse, parce que pour nous, en tout cas, la transmission de la lecture, ça passe par là. Et on a la chance d'avoir des auteurs de chez nous qui proposent des choses extraordinaires, qui arrivent à faire ressortir notre culture à travers des livres jeunesse. Et je trouve ça vraiment fantastique. Moi, j'ai pas connu ça, en fait, quand j'étais plus jeune. J'ai pas eu cette chance de me retrouver à travers des personnages aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, vraiment, merci à elle, quoi. Je les connais. Écoutez, tous ceux qui ont des enfants ont vu Jade Amaury arriver. Hein. Tous ceux qui ont des enfants, j'ai 3 filles. Tous ceux qui sont aussi conscients que nos enfants doivent avoir des objets culturels en contexte, que nos enfants doivent pouvoir se voir. C'est une question de représentation qui est importante. Donc, tout de suite, j'ai accroché à ce qu'elle proposait. J'ai accroché en tant que père, antillais, mais aussi en tant que chroniqueur littéraire, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis Nicole, c'est une grande sœur. Nicole, c'est une inspiration pour moi. Nicole, voilà, j'ai un lien personnel avec elle. J'aime son écriture. J'aime aussi ses pieds différents qu'elle a dans différentes manières d'écrire. J'aime l'être humain. L'être humain est J'aime magnifique. l'intellectuel. Voilà, c'est ma grande sœur, quoi. Bon, mais formidable. J'ai une petite nièce qui collectionne les Noémies, donc... Oh, mais c'est vrai que ça devient des objets de collection au final. Et puis, je pense que les jeunes sont très contents de pouvoir se retrouver. Ils sont tellement contents qu'ils les gardent, qu'ils les affectionnent particulièrement, en effet. Exactement. Ça a répondu à un vrai besoin. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Et notre émission se poursuit avec la littérature jeunesse. Nous poursuivons notre émission spéciale Noël avec deux autrices que vous connaissez bien. Elles ont publié de nombreux ouvrages pour les enfants et les adolescents. Il s'agit de Jade Amaury. Et de Nicole Cage. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour Jade. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau d'Au gré des pages spécial Noël. J'ai envie déjà de vous remercier d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez publié des ouvrages ensemble. Donc, on est encore plus content de vous avoir en live en direct. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette collaboration? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? S'il vous plaît, Jade, on commence par vous. Oui, on peut commencer par moi. Moi, de mon point de vue, c'est par rapport à mon éditeur Caraïbes Éditions, où je suis tombée sur l'ouvrage de Nicole, où on m'a proposé de pouvoir avoir la chance d'illustrer
cet album qui s'appelle Tibougla et le Jardin des Rêves. Et je suis tombée amoureuse des textes de Nicole et c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration où je lui ai présenté quelques croquis et quelques dessins. Elle a accepté et puis cette belle aventure a commencé. Et vous, Et vous, Nicole? Nicole, ouais. Bien voilà, j'ai soumis ce texte et l'éditeur, effectivement, de Caraïbes Éditions, M. Charbonnier, m'a dit ben, je crois avoir la personne qu'il faut pour. Et quand il m'a parlé de Jade, je connaissais déjà son travail avec la série des Noémie. Donc j'ai dit oui. Et donc voilà, les échanges se sont faits comme ça, des propositions, des suggestions, une grande ouverture de Jade aux suggestions que j'ai pu faire. Et voilà, donc je suis vraiment contente du résultat. Alors, vous écrivez toutes les deux pour la jeunesse. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce type de littérature? Toutes les deux, Jade, par exemple. Alors moi, c'est parti d'un manque que j'ai eu quand j'étais enfant, justement, de livres jeunesse qui correspondent à notre culture, nos traditions et quelque chose qui nous ressemble et aussi qui visuellement soit assez moderne pour pouvoir apprécier les illustrations. Et du coup, c'est parti de là, j'ai dessiné, j'ai commencé et puis j'ai écrit des histoires autour de ces dessins. Et au final, j'ai créé les Noémie. Et Noémie, pourquoi Noémie? Noémie, c'est une inspiration qui vient de ma petite cousine qui s'appelle justement Noémie, qui est née il y a à peu près 5-6 ans. Et du coup, je l'ai dessinée et puis j'ai écrit des histoires autour. Et puis voilà, j'ai fait un mix avec mes propres souvenirs d'enfance. Et ça me permet de pouvoir créer des albums qui nous correspondent. Et pour vous, Nicole? Ben, c'est un peu pareil. Hein. En tant que maman et en tant qu'éducatrice, ben, je trouvais qu'il manquait effectivement des ouvrages, des images, des textes autant que des visuels pour nos enfants, qui leur ressemblent, qui leur parlent et qui leur servent de miroir. Donc, j'ai décidé de combler le manque, en tout cas, que j'ai ressenti à l'époque en tant que maman. Alors justement, vous écrivez pour les très jeunes et aussi pour les ados. Vous avez parlé en introduction de Tibougla que vous avez écrit à 4 mains, presque. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Tibougla. De Tibougla. Alors Tibougla, c'est une histoire qui m'a été littéralement inspirée. Et que j'ai écrit, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, je l'ai écrit d'une traite, avec vraiment le sentiment d'être inspirée pour cette histoire, avec une préoccupation écologique évidente, mais aussi d'écologie humaine, en fait, d'intelligence humaine, de comment les adultes, entre eux, se traitent et les répercussions que cela peut avoir à la fois sur les enfants, mais aussi sur la nature. C'est comme ça que cette histoire m'est venue. Je voulais que ça soit un petit garçon, je voulais que ça soit un petit garçon espiègle, joyeux. Et voilà, j'ai chargé Tibougla de tout ça et de cette mission, voilà, de porter ce message aux grands, finalement. Le petit garçon porte un message quelque part aux grands pour leur dire, mais il faut que nous fassions attention à ce que nous émettons, il faut que nous cultivions nos jardins, il faut que nous prenions soin de nos plantes comme si c'était des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants, donc voilà. Effectivement, c'est un conte qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux grands pour ses messages. Et je crois que Tibougla aussi, vous en avez fait une pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, cette pièce de théâtre, c'est une commande, en quelque sorte, du Centre culturel de rencontre internationale de Ouidah, qui avait besoin d'un texte à monter pour de jeunes comédiens béninois. Donc, voilà, je suis partie en résidence au CCRI, écrire cette pièce de théâtre qui a été mise en scène par Michel Beretti, qui est un metteur en scène suisse, avec de jeunes comédiens béninois. Et c'était un vrai bonheur de voir ces jeunes comédiens s'emparer de cette histoire qui est née en Martinique, mais qui pourrait se situer n'importe où. Est-ce que, quand vous avez écrit cet ouvrage jeunesse,
vous vous êtes dit, ou est-ce que vous constatez peut-être avec les échanges aussi avec les personnes qui vous lisent, qu'à travers les enfants, on peut toucher les parents? Parce qu'au final, ce sont les parents qui lisent les histoires, ce sont les parents qui achètent. Donc du coup, c'est une sorte de passerelle? Oui, ben, je crois. Et dans ce sens, le livre remplit sa fonction, qui est une double fonction. Effectivement, émerveiller les enfants, les faire rêver. Et puis, en même temps, les livres deviennent comme une boîte à outils, en fait, pour les parents, pour les éducateurs, en leur fournissant des exemples, des réponses, des questions aussi, des questionnements qu'ils peuvent mettre en œuvre avec leurs enfants. Donc, voilà. Et de votre côté, Jade, donc vous publiez Noémie à Noël, donc on est vraiment dans le thème. Effectivement. Mais Noémie, c'est une petite fille qui vit plein d'aventures que vous imaginez, que vous dessinez. Comment ça vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment ça vous est venu cette envie de créer cette série et de l'alimenter aussi, parce que ça n'aurait pu être qu'un seul ouvrage finalement. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être qu'un seul ouvrage, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à découvrir ou redécouvrir pour les enfants qui concernent la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, par exemple, que, en fait, même après avoir fini un album où je me dis « c'est bon, j'ai fini, je peux passer à autre chose », j'ai une autre idée qui va se passer autre part, qui va faire découvrir autre chose. Je vais tomber sur des photos de quand j'étais enfant, où je passe une journée aux chutes du Carbet en Guadeloupe, et je vais me dire, mais ce serait tellement génial si Noémie, elle allait là. Et j'ai envie de partager ça, et j'ai envie de montrer aux enfants que chez nous, c'est juste magnifique, et que ça donne vraiment envie de partager ça avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a plein de parents qui me disent « j'ai pris le livre Noémie à Fort-de-France et je suis allée avec ma fille, on a visité la ville avec, elle m'a dit « Noémie, t'as vu, Noémie, elle est allée là, moi aussi je suis là ». Et c'est vraiment passionnant de pouvoir donner ça comme support aux parents pour pouvoir leur montrer qu'il y a tellement de trésors ici, en fait. Et cette nouvelle collection de Noémie Fête Noël, du coup, c'est aussi pour partager autre chose que des lieux, c'est pour partager nos traditions de fêtes qui sont tout aussi incroyables que les traditions de France métropolitaine hexagonale. Et du coup, avec le jambon créole, le boudin, les chantés Noël. Et c'est ça qui a fait vibrer mon enfance quand j'étais enfant, et c'est ça que j'aimerais partager aux enfants. C'est formidable parce que c'est une belle façon en fait d'amener à la lecture les petits dans leur environnement naturel et patrimonial en fait. Exactement. Et ça permet aussi aux parents qui sont martiniquais de pouvoir faire découvrir la Guadeloupe à leurs enfants, peut-être y aller avec eux, visiter, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment génial aussi. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est martiniquais. J'ai passé ma vie à faire des allers-retours entre les deux. Ma mère m'expédiait chez ma grand-mère quand j'étais en vacances scolaires pour toutes les vacances, où je passais mes vacances avec mes grands-parents. C'est ça que j'ai toujours vécu. Donc, je trouve ça intéressant que les enfants puissent le découvrir eux aussi. C'est formidable. Quels sont les retours que vous avez alors j'imagine des retours positifs, vous en avez parlé un petit peu, mais autant Nicole que vous, Jade, des parents, des enfants aussi peut-être, qui, quand vous les rencontrez, ils vous disent quoi sur ce que vous avez écrit, créé? Eh bien, pas plus tard que ce week-end, nous étions ensemble au salon du livre de Caraïbes Éditions à Marie-Galante, et il y a une maman qui a acheté Tibougla pour l'offrir à son neveu, je crois, son petit-fils. Et après, elle m'a envoyé un message audio, mais tellement touchant, où elle me dit « Je voulais le lire avant de le lui remettre, savoir ce que je lui remets, évidemment. » Et elle m'a dit « Mais ça m'a complètement bouleversée, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à mes pensées, que je cultive mes pensées, que je fasse attention à la façon dont je m'adresse aux autres, etc. » Et ce genre de retours sont particulièrement touchants et gratifiants pour un auteur, de savoir que quelque part l'aventure continue et que les gens se l'approprient et réutilisent en fait les éléments qui leur parlent, qui les touchent.
Aussi bien pour les parents que les enfants, du coup. Tout à fait. Et vous, Jade? Moi, c'est exactement la même sensation que j'ai eue quand j'ai lu le manuscrit que Florent ou toi m'avez envoyé. J'ai eu la même sensation que cette maman en me disant, mais c'est vrai que la visualisation et le fait d'être ouverte et positive et chaleureux et tout ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans la vie de tous les jours parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Et de mon côté, les retours des parents, c'est vraiment de la gratitude. J'ai l'impression enfin, on a un support, pouvoir montrer aux enfants les lieux, les endroits, les fêtes. Il y a surtout des retours positifs aussi pour la collection des imagiers, où il y a un support pour les parents, pouvoir apprendre à leurs enfants le nom des fruits, des légumes, des fleurs, Oui, on en a un exemple. des animaux par exemple. de chez nous. Oui. Je suis même pas sûre de l'avoir apporté, mais c'est vrai que ce genre de support-là est vraiment pratique parce que au final, moi j'ai rencontré dans des dédicaces des enfants qui ouvrent le livre et qui commencent à nommer les animaux. Ça c'est ça, ça c'est ça, ça je connais, ça j'ai vu, ça il y a ça dans mon jardin, ça on a mangé ça hier. Et le fait d'avoir les images pour pouvoir coller à ton imaginaire ou au goût que tu, par exemple, tu peux goûter un fruit à pain ou quelque chose et tu as le mot que tu enregistres, c'est beaucoup plus simple que juste se lancer au marché et demander aux parents de faire tout le boulot du début jusqu'à la fin, d'apprendre tout. Là, tu as le support et tu peux savoir comment faire pour aller plus vite peut-être. Et les enfants apprécient vraiment d'apprendre sur ce support-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ils arrivent et ils peuvent me dire tous les noms des trucs sans regarder les noms. Ils aiment vraiment beaucoup, en dehors même des histoires que je fais, les imagiers, ça plaît aussi énormément. Formidable. Ça alimente peut-être une sorte, alors bien sûr d'imaginaire, mais de sentiment de fierté, selon vous aussi, de se dire, moi, là où je vis, c'est aussi dans un écrit, dans un album, dans quelque chose que je peux tenir. Dans un livre. Oui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça crédibilise encore plus leur environnement, peut-être. Tout à fait. C'est vrai, je n'avais pas pensé à cette vision-là. C'est vrai que le fait de voir, le fait qu'on en parle, qu'on le voit, que ça soit concret et qu'il y ait plein de gens qui en parlent, bah, ça montre que c'est important et que c'est pas que les parents qui disent il faut que tu aimes tel truc, viens, goûte le fruit à pain ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de concret, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, par un auteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, Confidentiel se déroule dans la cité scolaire de Trinité. Et j'ai eu des jeunes, effectivement, qui étaient contents de reconnaître des endroits et puis qu'on parle de leur établissement, de leur ville, de leur environnement. De leur plage, voilà, dans un ouvrage. Alors justement, vous publiez aussi pour les adolescents, on a parlé des très jeunes, vous avez parlé de Confidentiel, vous avez aussi un nouvel ouvrage qui vient de sortir, Cette maman-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler et plus particulièrement, quel message vous souhaitez passer à ces jeunes, à ces adolescents? Alors cette maman-là m'a été inspirée par mes filles, par la relation très spéciale que j'entretiens avec mes filles. Et d'ailleurs, c'était un jeu, quand j'écrivais cette histoire, que chacune essayait à travers... Il y a un personnage, une adolescente qui s'appelle Deva, personnage principal. Et j'empruntais des traits appartenant à chacune de mes filles. Et le jeu, c'était d'essayer de savoir, tiens, ça c'est Marie, tiens, ça c'est... C'est rigolo, ça. Voilà, c'était... On s'est amusé beaucoup comme ça et elles avaient hâte que ce livre sorte parce qu'elles voilà, elles s'y retrouvent. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est une mère célibataire qui vit avec son adolescente et effectivement, c'est une relation dynamique, joyeuse, faite de confiance, de complicité. Sauf que il y a un nœud et ce nœud, c'est l'absence du père. Et c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de mots posés sur cette absence. Et donc le livre, c'est cette quête du père. L'adolescente mène l'enquête quelque part pour chercher ce père. Sa mère lui parle de tout, une grande ouverture sur toutes sortes de sujets, sauf celui-là qui est brûlant.
Et C'est difficile pour elle à exprimer. complètement, Ouais. oui. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, on a appris plein de choses, Claire, là. Absolument. Eh bien, là, je vous propose de passer à la seconde partie de notre échange et on va passer aux idées cadeaux. Alors, nous vous proposons chacune de présenter vos idées cadeaux. Nicole, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors moi, je suis venue avec Tigout est morte ce matin. C'est le fruit d'une collaboration entre la Martinique et la Guadeloupe. La Martinique à travers l'illustratrice Amélie Anne Calmeau et la Guadeloupe à travers Max Ripon. C'est l'histoire d'une goutte d'eau. Depuis le moment qui précède sa naissance, sa conception, jusqu'à son déclin. Et c'est un ouvrage que Max Ripon a traité avec vraiment beaucoup de poésie. Pour moi, c'est un long poème en prose, ce conte. Et les illustrations d'Amélie Anne sont effectivement très, très belles, très, très délicates. Et ça aussi, c'est une autre façon de s'intéresser à notre environnement, à notre nature, et d'être attentif et attentive à elle. Voilà. Donc, je recommande vraiment cet ouvrage. Tigout est morte ce matin de Max Ripon, Amélie Anne Calmeau, chez Caraïbes Éditions. Il y a un clin d'œil à Tibougla quand même. Merci Nicole pour Avec cette plaisir. belle proposition, ce bel album. Et de votre côté, Jade? Eh bien, moi, je suis venue avec Pacotille, l'enfant esclave, qui a été écrit par Aurélie Bambuc. En fait, c'est une BD qui parle du coup de l'histoire de l'esclavage, mais avec le point de vue de l'enfant, d'une enfant qui va se retrouver justement dans cette situation on va la vendre et on va la mettre en esclavage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout avec les illustrations, où les enfants peuvent vraiment mieux comprendre et peut-être mieux, comment dire, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est peut-être plus clair, c'est plus Voilà, fluide. c'est plus clair et plus fluide et plus facile à apprendre l'histoire de C'est pas une l'esclavage. histoire simple, Exactement. effectivement, pour des enfants peut-être un peu petits, c'est pas évident, effectivement, de leur en parler. Et il C'est faut plus pourtant... adapté à l'apprentissage d'un enfant et les illustrations sont vraiment magnifiques. Beaucoup de détails, beaucoup de travail sur les illustrations de ce livre et puis voilà. C'est illustré par? Alors c'est Favrel, je crois, si je me rappelle bien. D'accord. Et il y en a plusieurs, je crois. De Oui, là Pacotille. c'est le premier album de la collection et il y en a un deuxième qui est déjà sorti. Et j'imagine que Pacotille aura une histoire qui continue encore pendant un petit moment. Pacotille et Noémie vont peut-être se rencontrer. Ce serait pas mal, ça, c'est une super Pas idée. mal, un jour peut-être. Bon, déjà, moi, là, j'ai quelques idées cadeaux. Elles sont vraiment sympas, vos idées cadeaux. Nicole, je reviens vers vous. Est-ce que vous auriez autre chose Peut-être dans une votre autre hotte? surprise Oui. à nous proposer. Oui, on va passer à la poésie. Oh. Parce que Nicole nous a caché, mais elle est aussi poète. Ah. Voilà, avec ce recueil de poèmes, Lune rebelle, le vacarme de nos îles, le silence de nos mots, de Marie-Françoise Bernard. Marie-Françoise Bernard a déjà publié un ouvrage plus scientifique, l'OECS en 10 questions, publié par Cimarron et Diprod. Elle a également participé à une anthologie de paroles de femmes, l'anthologie de paroles de femmes que j'ai dirigée, Femmes Conflammes. Et puis là, elle a osé partager ces mots de rébellion, ces mots de tristesse, ces mots d'amour aussi, tout simplement, pour son pays, pour ses gens. Et voilà, je recommande Lune rebelle. C'est vraiment un très beau recueil de poésie. Parfait, ça fait écho à notre première partie d'émission. Tout à fait. Nous avons eu de la poésie avec Foula et Anaïs. Merci beaucoup. Jade, je me retourne de nouveau vers vous. Est-ce que vous avez autre chose à nous proposer, une autre petite idée cadeau? Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais j'aimerais parler du livre roman graphique qui s'appelle Racine, de Lou Luby, qui est un livre sur lequel je suis tombée en librairie à Paris, librairie Calypso.
et où je suis tombée amoureuse des graphismes et de l'histoire qui parle de l'acceptation de soi, le fait d'avoir les cheveux crépus, les cheveux différents. Ça parle aussi de racisme, ça parle de machisme aussi. Et je trouve ça intéressant pour les ados de pouvoir avoir un support comme ça qui leur permet de voir que il n'y a pas que eux qui subissent, par exemple, du harcèlement à l'école ou quoi que ce soit, et qu'il faut être fier de sa différence. Et puis voilà. Très, très beau message, vraiment, et particulièrement d'actualité en plus. Donc, merci vraiment beaucoup à vous deux, Nicole plaisir. et Jade. Merci beaucoup pour votre présence et votre partage. Merci pour l'invitation. Cette émission s'achève. Joyeuse fête. Absolument. Joyeux Noël. Ça c'est le mot, c'est ce qu'on a besoin d'entendre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour ces fêtes-là qui se profilent, hein? On y arrive doucement, mais très sûrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, du repos, du bon manger Ah oui. À manger. et de la création. Voilà. Ah, c'est très... C'est poétique presque. Vous nous réservez des surprises pour 2025? Oui, Ah. Nouveaux ouvrages oui, en perspective. en perspective. On a des voilà. infos là, Claire, hein? Absolument. Et vous, Jade? Ben, je pense que je vais partir comme Nicole, avec beaucoup de repos, des vraies vacances, beaucoup à manger, Beaucoup. Vous Beaucoup insistez à sur la manger. quantité, c'est bien. des beaux moments en famille, et puis c'est déjà pas mal, je trouve. Oui, quand même, Franchement. c'est bien. On est bien là. Avec vos deux axes, on va dire, C'est ça. c'est très sympa. Bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce beau Merci moment infiniment. d'échange sur vos ouvrages. et Merci à pour, vous. Merci à Noël. Ce magnifique plateau. Oui, très bien bah, décoré. écoutez, et puis petit clin d'œil à toute l'équipe qui a contribué à à décorer ce plateau. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Absolument. Allez. Mais cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Merci beaucoup Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. et de très belles fêtes. À bientôt.